Et donc se dire qu'on va recentrer notre existence sur l'expérience, c'est ça le monde décarboné. Chère Virginie Resson-Victor, tu es géopolitologue. Tu diriges le LEPAC, un laboratoire privé que tu as cofondé avec ton mari Jean-Christophe Victor et qui a notamment donné la célèbre émission Le Dessous des cartes sur Arte. Ta spécialité, c'est la prospective, c'est-à-dire l'étude des futurs possibles. Tu as d'ailleurs publié 2 beaux ouvrages qui s'appellent 2033 et 2038, les futurs du monde. Et tu as également longtemps travaillé sur les terrains de conflit, notamment avec Médecins sans frontières, avant de t'intéresser plus en détail au climat. D'ailleurs, je crois que tu es depuis quelques mois présidente du GIEC Pays de la Loire. Enfin, tu as lancé juste avant Noël l'énorme projet Convention 21. C'est un peu l'équivalent de la Convention citoyenne pour le climat, mais cette fois pas pour les particuliers, mais plutôt pour les entreprises. Donc vous allez tirer au sort 150 entreprises pour les faire travailler ensemble à construire une feuille de route vers une économie compatible avec les limites planétaires. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites questions. Même si je viens de brosser un peu ton parcours professionnel très rapidement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Des choses, par exemple, sur où est-ce que tu as grandi, si tu as des enfants, ce qui t'anime dans la vie. Une chose importante, effectivement, c'est que j'ai 3 enfants, 3 jeunes enfants. J'ai eu la chance d'avoir des enfants tard. Je dis la chance parce que du coup, ça m'oblige à rester très engagée dans un certain nombre d'activités. Donc ça maintient la jeunesse et surtout, plus sérieusement, ça me motive. C'est un véritable terrain d'expérience que d'avoir 3 enfants, au sens où, comme je travaille sur le futur, sur les futurs souhaitables, sur ce qu'il faudrait engager comme action pour le futur, eh bien évidemment, le moteur de tout ça, il est quotidien pour moi, puisque ce sont mes 3 enfants qui sont âgés de 14, 10 et 8 ans, donc ils sont effectivement très jeunes. Voilà. Ensuite, j'ai grandi dans différentes régions de France. Je suis née à Grenoble, j'ai grandi un petit peu en région parisienne, un peu à Lyon, et surtout après, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, notamment avec Médecins sans frontières, mais pas seulement, ce qui m'a permis d'aller vérifier que tout ce que j'avais appris dans les livres, eh bien, c'était vrai, et surtout ce que ça devenait, comment ça se transformait. Et de là est venu mon goût aussi pour la prospective, c'est-à-dire d'avoir un patrimoine commun, mais comment est-ce qu'on le transforme, qu'est-ce qu'on peut en faire, et au-delà des différences de civilisation, des différences de techniques, etc. Et puis ce parcours international m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer autrement, de travailler avec des gens que j'aurais jamais pu rencontrer autrement, parce que quand on visite un pays en tant que touriste, c'est pas du tout la même chose que d'être sur des terrains de conflit ou de travailler dans des projets de développement. Donc ça, c'est une chance absolument incroyable d'avoir pu faire ça. Voilà, ça c'est les 2 choses, j'allais dire, qui m'animent le plus, c'est cette passion pour la planète et toutes les civilisations qui la composent, et puis ces 3 enfants. Super. Alors, comme tu as la gentillesse de nous recevoir, on t'a apporté un petit clin d'œil. Alors, je te le laisse. Tu vas nous dire si tout de suite tu reconnais. Si tu ne reconnais pas, c'est pas grave. On y reviendra plus tard. Est-ce que ça te dit quelque chose ? À part le fait que c'est un objet qui doit dater de l'Antiquité, non. Je vois Alors, pas ce on que y c'est. reviendra. Pas de souci. Alors, c'est parti. On va commencer par parler un petit peu de la prospective, qui est donc ton grand sujet. Pourquoi le futur t'intéresse tant ? Pourquoi tu es devenue prospectiviste ? Il y a eu plusieurs étapes dans cette démarche, mais je vais en citer une, voire 2, très importantes. La première, c'était à la fin des années 90, où j'ai découvert le livre de Stefan Zweig qui s'appelle Le monde d'hier, souvenir d'un Européen. Et c'est un livre qu'il a écrit juste avant de se suicider, en 1943, quand il était au Brésil, et il s'est suicidé. C'est un auteur juif autrichien qui s'est suicidé, désespéré finalement par la situation politique, par la Shoah, par la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et dans cet ouvrage, qui est un peu son testament, il fait une espèce de rétrospective de l'histoire européenne à partir de la fin du 19e siècle et jusqu'aux 2 déflagrations mondiales qui ont été les deux grandes guerres. Et il montre finalement comment
les leaders, les dirigeants européens, les intellectuels européens n'ont pas su écouter ou voir les signaux faibles qui permettaient d'entrevoir ces deux catastrophes qu'ont été ces deux conflits. Et en lisant ça, ce qui est très très étonnant, très troublant quand on lit ce livre-là, au-delà de la beauté de l'écriture de Zweig, c'est le nombre de similitudes avec l'Europe d'aujourd'hui. On a l'impression de lire quelque chose d'extrêmement contemporain. Et à partir de là, je me suis dit, mais mon Dieu, à quoi sommes-nous nous-mêmes sourds et aveugles? Quels sont les signaux faibles qu'il faut qu'on saisisse pour infléchir l'histoire et ne pas se laisser dominer par elle, comme ça avait été le cas au début du XXe siècle. Donc ça a été la première la prise de conscience, un espèce de choc. Et j'allais dire le deuxième choc, ça a été la naissance de mon troisième enfant, ma petite Violette, et quand j'ai accouché en août 2012, on m'a apporté à l'hôpital le numéro du National Geographic qui était sorti au même moment, où il y avait la tête d'un bébé blond, et le titre du numéro, c'était ce bébé vivra 120 ans. Et là, j'avais juste à côté mon propre bébé, je me dis 120 ans, on est en 2012, et là j'ai eu le vertige en me disant, mais comment est-ce que je vais faire, moi, pour accompagner une enfant qui sera adulte et qui va vivre jusqu'au XXIe siècle, moi qui suis née au XXe, et qu'est-ce que je lui transmets pour l'équiper, pour qu'elle puisse traverser toute cette période, quand on voit simplement les 20 dernières années, comme elles ont transformé le monde, comment est-ce que je peux la préparer aux 50 et a fortiori aux 100 prochaines? Et là, je me suis dit, comment est-ce qu'on travaille avec le futur? Enfin, ça a donné un moteur supplémentaire à cette envie de se dire que on ne doit pas subir une forme de destin. Il n'y a rien de prédestiné, mais qu'on est maître en tout cas d'une partie du futur, et que c'est là où c'est intéressant de travailler. Voilà, c'est un petit peu ce qui m'a embarqué dans la prospective. D'accord, mais du coup, je vais être un peu provocante, mais est-ce que dans ce cas-là, si les prospectivistes voient le futur ou réfléchissent au futur, comment ça se fait que personne n'a vu venir cette crise du Covid? Toi, tu l'avais vu venir, par exemple? Alors, d'abord, les prospectivistes ne sont pas des futurologues. Ils ne disent pas l'avenir. Hein. On ne sait pas lire dans les cartes, même les cartes de géographie qui sont une de mes spécialités. Mais non, on ne dit pas l'avenir. On essaye de repérer quels sont les paramètres qui peuvent faire infléchir un certain nombre de tendances. On distingue le tendanciel, le possible, le souhaitable, etc. à partir des différents paramètres et des différents curseurs qu'on peut agir. Donc ça, c'est une première chose. C'est très important de le dire. Donc moi, je n'ai aucune idée de ce que sera le monde dans 10 ans, dans 20 ans, a fortiori. Ça dépend de nous aujourd'hui. Donc en revanche, je peux dire qu'il y a des choses qui, si on ne change rien, voilà en gros où on va. C'est la seule chose dont on soit sûr, qu'on peut voir, c'est le tendanciel, si on ne change rien. Par exemple, pour le climat, et c'est ce que font les gens du GIEC, finalement, ils repèrent différents scénarios, et il y a le scénario tendanciel qui nous mènerait aujourd'hui à plus 4 ou voire davantage, plus 4 degrés ou davantage. Quant à la prévisibilité de la crise de Covid, en fait, si je fais partie, mais comme de très nombreux autres, j'imagine, des gens qui avaient anticipé, qui avaient dit que ce genre d'événement-là devait arriver. On ne savait pas quand, mais simplement si on croisait différents paramètres que sont le changement alimentaire mondial, la déforestation, le développement de l'industrie, de l'élevage industriel, la modification, des régimes alimentaires et en particulier leur carnation croissante, la proximité de plus en plus grande entre l'homme et l'animal, le déconfinement des espèces avec la déforestation, etc., le développement des transports et du commerce, tout ça favorisait évidemment un tel scénario. Et il se trouve qu'il y a quelques années, il y a une société suisse qui m'avait demandé de les faire réfléchir sur un scénario possible épidémique, et que le scénario en question, c'était une pandémie de type grippal. Alors moi, je l'avais imaginé, la transmission de l'oie, l'animal vecteur de départ, c'était l'oie, mais ça partait de Chine, etc. Et le scénario, et je l'avais même imaginé, c'est drôle, je faisais démarrer ma pandémie en mars 2020. Donc, mais ça, c'est un coup de chance. Hein. Incroyable. Oui, ça, c'est vraiment un coup de chance. Mais donc, ce document existe. Donc, tout ça pour dire que j'ai pas dit que ça allait arriver. J'ai dit que ça pouvait arriver. Il se trouve que celui-là s'est déroulé, mais j'ai plein d'autres scénarios que j'ai écrits qui ne se dérouleront jamais, et heureusement. Mais la possibilité que ça arrive, elle était, bien sûr, et ça faisait même partie des livres
blanc de l'armée, si je me souviens bien. Enfin, le risque pandémique, on le connaissait. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'on s'y soit aussi mal préparé. Je suis d'accord. Quand j'ai voulu acheter ton livre 2038, Les futurs du monde, je me suis rendu compte que ma coloc l'avait sur son étagère. Qu'est-ce que tu as voulu dire avec ce livre ? Oh, là, c'est la même chose qu'avec le premier, il y a 2033. C'est précisément de dire que j'aime bien, c'est ma sœur qui utilise, une de mes sœurs qui utilise souvent cette expression, le pire n'est pas certain. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on repère donc ce qu'on peut changer, on prend conscience qu'on est tous acteurs. On est tous acteurs au quotidien de multiples façons, en tant que consommateur, en tant qu'électeur, en tant que parent, peut-être en tant que dirigeant d'entreprise. On choisit la façon de se déplacer, on choisit sa façon de manger, on choisit là où on habite, on choisit tellement de choses. Et à chaque fois, on a un impact. Et donc, arriver à faire prendre conscience à chacun qu'on a un pouvoir énorme, tous, individuellement et collectivement, et montrer ce qu'on peut en faire, c'est un peu ça l'intention du livre. Donc ça, c'est la première chose, c'était d'écrire des scénarios, enfin de montrer que on avait en réalité beaucoup de cartes en main. Et puis la deuxième chose, c'est dans cet ouvrage qui est très illustré. Et il y a même un mélange de dessins, de graphiques, de photos. Cartes. Exactement. C'est de montrer que le sérieux peut être beau. Et de même que le futur n'est pas forcément le futur abominable d'effondrement qui est largement véhiculé par les médias et par notre imaginaire, mais que on peut faire des choses belles en combinant différentes choses, différentes forces, différentes images, différentes idées. Et ben on peut créer des choses qui sont belles. Et donc l'idée c'était de rendre ce futur attractif aussi par ces visuels. Alors, on va maintenant se plonger dans un sujet qui nous préoccupe énormément chez Time for the Planet, qui est le dérèglement climatique, et je sais que ça te préoccupe pas mal aussi. Donc, comment on passe de Médecins sans frontières au sujet du climat ? Quel a été un peu ton cheminement ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Est-ce qu'il y a eu un moment où nous, on s'est tous pris une baffe dans la figure ? Est-ce que ça a été ton cas aussi ? Je peux pas dire que ça procède pas d'une grande claque, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, c'est complètement cohérent. En fait, j'ai grandi dans une famille plutôt humaniste et où la notion, enfin, où ils se sont efforcés de nous donner le plus de connaissances possible. Et l'idée est d'utiliser ces connaissances pour améliorer le monde, quoi. Je le fais très schématiquement, mais c'est vraiment ça le moteur. Et alors, mon premier élan, ça a été Médecins sans frontières, c'est-à-dire accompagner tous ceux qui vont aider ces populations en souffrance et qui en situation de conflit ou de catastrophe naturelle et qui n'ont pas accès aux soins. Et donc, moi, j'ai contribué là parce que j'ai eu la chance d'avoir une porte ouverte et que c'est quelque chose que je souhaitais faire. Mais la logique la préoccupation pour le climat, ça procède de la même chose. C'est toujours pareil. C'est de se dire, il faut absolument, avec les connaissances dont on dispose, contribuer à cette espèce de grand édifice qu'est notre civilisation, le progrès, etc. Et donc ça, ça a été tout à fait parallèle. Et puis il y a eu quand même aussi quelque chose qui s'est passé quand j'ai préparé deuxième chose, c'est que j'ai quand même épousé le fils de Paul-Émile Victor, donc il y a une espèce d'atavisme familial sur les questions planétaires, environnementales, écologiques, etc. Et la troisième chose, c'est que j'ai été amenée à travailler sur le scénario du pavillon français à Osaka, à l'exposition universelle à Osaka, et qui est Osaka ou Kyoto, j'ai un doute. Non, c'était Osaka. Et qui portait sur l'environnement et le rapport de l'homme à la nature et l'environnement. Et donc là, je me suis plongée pendant des semaines et des semaines sur le sujet. Et là, pour le coup, j'ai pris la mesure non pas du problème, mais de la gravité et de la rapidité des échéances. Ça c'était en 2002-2003. Et donc là, ça a été ça a été un accélérateur. Et puis, quand j'ai eu des enfants et que je pouvais plus trop aller me promener sur les terrains de conflit, du coup, naturellement, je me suis occupée plus des questions d'environnement. D'accord. Parfois, on a du mal à réaliser ce que ces fameux plus 2 degrés ou plus 4 degrés du GIEC impliquent en termes de conséquences concrètes. Toi qui es prospectiviste, est-ce que tu peux nous aider à nous en rendre compte ? Ça ressemble à quoi un monde à 2 degrés ou un monde à 4 degrés ? C'est quoi cet effet d'emballement dont on parle tant ? Alors, il y a deux façons de répondre. Il y en a une qui est
qu'on n'a pas beaucoup, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on était tous concentrés sur l'épidémie, enfin la pandémie de Covid et le confinement, puisque c'était au mois de mai dernier, si je me souviens bien. On a réalisé à ce moment-là que dans deux lieux sur la planète, et si je me trouve bien, c'est aux Émirats et quelque part en Asie du Sud, ça devait être en Inde, je suppose, le seuil de 35 degrés humide a été franchi. Alors, en soi, on voit pas ce que ça a d'extraordinaire. Le seuil de 35 degrés humide, c'est donc un équilibre température-humidité, au-delà duquel un homme ne peut pas survivre plus de 6 heures. C'est-à-dire qu'au-delà de ce seuil-là, eh bien, l'organisme ne survit pas, ne peut pas supporter ce type de chaleur-là. Alors, c'est pas forcément 35 degrés à telle humidité, ça peut être 38 à telle humidité ou 33 à telle... Bon, mais ça, en gros, c'est à peu près de 35 degrés à 100% d'humidité. Et dans les scénarios du GIEC, cette échéance-là, elle était attendue pour la fin du siècle. Et finalement, on a eu déjà 2 épisodes en 2020, ce qui est extrêmement préoccupant parce que ça montre bien l'accélération finalement du phénomène et ce fameux phénomène d'emballement. Phénomène d'emballement, c'est l'idée, je vais donner 2-3 étapes, mais l'idée que un phénomène va en entraîner un autre, qui va en amplifier un troisième, qui va en accélérer un quatrième, et ce qui finalement, on pensait être tendanciel, c'est-à-dire qu'on imaginait que la hausse des températures, elle allait être progressive jusqu'à la fin indéfiniment, mais du moins jusqu'à ce qu'on arrive à infléchir les émissions de gaz à effet de serre. Ben en réalité, ça fait pas cette courbe-là, c'est une courbe exponentielle qui va beaucoup plus vite parce que les phénomènes s'amplifient les uns les autres. Pour donner des exemples concrets, je parlais tout à l'heure du changement de régime alimentaire et en particulier de la consommation accrue de viande qui augmente avec le niveau de vie. Or, le niveau de vie à l'échelle mondiale a augmenté, donc la consommation de viande a augmenté. Et donc, il faut élever du bétail, développer l'élevage industriel. Et pour ça, il faut nourrir tous ces animaux. Pour les nourrir, il faut cultiver. Pour cultiver, il faut gagner en terres agricoles. Et donc, ça amplifie énormément la déforestation. Il faut savoir que le phénomène de déforestation est largement lié, non pas à la croissance de la population mondiale, mais à la croissance de consommation de viande. Et en faisant ça, avec ce phénomène de déforestation, donc on détruit un puits de carbone qui absorbe du CO2, et en plus, avec la combustion et l'élevage, on émet à la fois du méthane par l'élevage et du CO2 par la combustion des forêts. Et donc ça augmente la température. Ce phénomène d'augmentation de température, on est en train de constater qu'il est particulièrement marqué dans les régions polaires et en particulier au pôle Nord. Et on l'a vu cette année aussi avec l'amplification des feux, des incendies, pas seulement en Californie, en Australie, mais aussi dans les feux de forêt boréale au Canada, par exemple. Quand une forêt brûle dans ces régions-là, elle émet évidemment des cendres qui retombent, et elles retombent en l'occurrence sur la calotte glaciaire. Du coup, la calotte glaciaire s'assombrit et ne peut plus jouer son rôle absolument essentiel pour le climat de réverbération. Donc, elle réverbère moins. Donc, là, on accentue le phénomène de réchauffement de l'atmosphère. Du coup, on a un phénomène, évidemment, de dégel des sols, et en particulier de ce qu'on appelle le pergélisol, le permafrost. En se dégelant, ça va abîmer évidemment les infrastructures, et on l'a vu cette année aussi au mois de juin avec ces grandes citernes de diesel en Russie qui se sont effondrées littéralement à mesure quand le sol s'est dégelé. Ça a aussi pour impact, et ça, on va faire le lien avec les pandémies, de dégeler les carcasses, toutes les carcasses d'animaux qui sont... on découvre régulièrement des mammouths, par exemple, des squelettes de mammouths, et bien c'est la même chose pour des tas d'autres espèces. Le problème, c'est que quand les carcasses quand le sol se dégèle, ça libère aussi toutes les bactéries et les virus que portaient ces animaux, qui eux ne sont pas morts. Et par exemple, il y a quelques années, il y a eu une épidémie d'anthrax chez une colonie de rennes. Et quand on a étudié le bacille d'anthrax en question, et bien on s'est rendu compte que c'est un bacille qui datait du XVIIIe siècle, et en fait qui avait été libéré grâce au réchauffement climatique. Donc là, on voit un autre phénomène. Et puis, toujours pareil, fond de réchauffement climatique. Donc, en se dégelant, le sol émet beaucoup de méthane.
Et le méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2, donc ça vient amplifier le phénomène. Donc ça accélère la fonte de la calotte glaciaire qui va déverser énormément d'eau, d'eau douce dans les océans, en particulier l'océan Atlantique, qui lui-même va venir du coup, ça va venir modifier le Gulf Stream, qui va à son tour modifier le climat, etc., etc. On pourrait continuer comme ça après augmentation du niveau de la mer. Donc à partir de là, l'eau va gagner sur les deltas qui sont les régions les plus peuplées sur la planète, en particulier les deltas en Asie. C'est des centaines de millions de personnes qui vont être privées de terres à cultiver, puis tout simplement de zones où habiter. Donc ça veut dire des phénomènes migratoires importants. Donc voilà, c'est ça un scénario d'emballement. C'est un scénario où finalement on ne maîtrise plus on n'arrive plus à maîtriser les causes et les effets puisqu'ils s'entraînent mutuellement. Et donc on est déjà au début de ce phénomène d'emballement, mais on a encore des outils si on agit massivement et très rapidement pour ralentir le phénomène et peut-être garder la maîtrise. Mais ça veut dire un engagement massif et extrêmement rapide. Voilà, mais c'est ça le scénario. Et alors évidemment, plus on tarde à réagir, plus le phénomène d'emballement va être rapide, moins on pourra le maîtriser, plus la température va s'élever, et plus, etc. Voilà. Et donc il y a une énorme différence entre 2 degrés, 4 degrés ou 7 degrés. Elle est absolument gigantesque. C'est pas du tout juste ça, la température au bord de l'eau pour l'été, ça n'a strictement rien à voir. C'est surtout qu'on arrivera à maîtriser les conséquences ou pas. C'est-à-dire qu'on sait que jusqu'à 2 degrés, on maîtrise à peu près les choses. Au-delà de ça, dans les scénarios qui sont au-delà de 2 degrés, on ne maîtrise plus grand-chose. Et donc on devient complètement sujet des phénomènes naturels que va entraîner et des réactions de la biosphère au réchauffement climatique. D'accord. Beaucoup de gens disent que le problème principal, c'est la croissance démographique. On est passé de 1 milliard d'individus à 7,7 milliards en 150 ans à peu près. Est-ce que c'est pour ça que la planète n'arrive plus à faire face aujourd'hui ? Alors ça, c'est une question, c'est une idée qui circule beaucoup et qui est assez confortable parce que ça voudrait dire que la solution, finalement, c'est de ne pas faire d'enfants. Et d'ailleurs, de fait, de plus en plus de jeunes choisissent de ne pas avoir d'enfants, pas forcément pour lutter contre le réchauffement climatique, mais en se disant aussi, et ça se comprend, je n'ai pas envie de donner naissance à un enfant qui va vivre dans un monde aussi incertain, voire dégradé. En réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Quand on compare les courbes de la progression la croissance démographique, la croissance économique et la croissance des gaz à effet de serre. On sait, dans l'ouvrage que vous citez tout à l'heure, on l'a fait, et c'est extrêmement intéressant puisqu'on voit que, en gros, jusque dans les années 70, les phénomènes se suivaient, c'est-à-dire que la croissance économique augmentait avec la démographie et entraînait des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. Donc ça fonctionne à peu près. Et en revanche, à partir des années 70 et surtout des années 90, le vrai décrochage, il est dans les années 90. On voit très bien que la courbe démographique, elle continue sa course, mais avec un léger infléchissement, c'est-à-dire qu'en fait, la croissance de la population mondiale ralentit, et au point qu'aujourd'hui, on imagine une stabilisation, voire même une diminution avant la fin du siècle. Alors que la croissance des revenus et la croissance de la production, elle continue d'augmenter. Alors là, il y a eu un accident qui s'appelle la pandémie. Il y avait déjà eu un accident en 2007-2008 avec la crise économique, et on le retrouve sur cette courbe de la production, la courbe des revenus, on retrouve cette espèce d'accident, une espèce de petite dent comme ça dans la courbe, qui montre qu'il y a eu à un moment donné un ralentissement de l'activité économique. Et bien, ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde la courbe, cette fois, des émissions de gaz à effet de serre, on retrouve exactement cet accident dans la courbe, qui évidemment n'existe pas dans la courbe démographique. Et on voit aussi que peu à peu, la courbe des émissions, elle rejoint la courbe des revenus et elle décroche complètement de la courbe de la population. Donc on est sur un phénomène économique, de modèle économique, qui veut dire qui impose de transformer beaucoup de ressources et d'émettre beaucoup de CO2 pour produire et pour prélever ces ressources et les transformer, et puis pour la mobilité ou les régimes alimentaires. Et aujourd'hui, si toute la population mondiale adoptait le régime alimentaire des Japonais,
qui sont pas du tout végétariens. Simplement, quand ils mangent de la viande et du poisson, ils mangent en petite quantité. Ils n'en mangent pas des grosses quantités à la fois. Eh bien, si toute la population mondiale adoptait ce régime alimentaire-là, aujourd'hui, on pourrait, rien qu'avec ce qui est produit aujourd'hui, on pourrait déjà nourrir 8 milliards d'habitants. C'est-à-dire plus que la population mondiale. Donc, on n'aurait plus besoin de déforester, plus besoin de mettre des intrants, etc. Si tout le monde adopte le régime alimentaire du Bhoutan, alors au Bhoutan, ils sont pas végétariens, mais ils mangent vraiment très peu de viande, en gros 100 grammes par semaine maximum. Donc un tout petit steak par semaine. Dès aujourd'hui, on pourrait nourrir 12 milliards et demi d'habitants, c'est-à-dire la population mondiale attendue à la fin du siècle. Là aussi, on pourrait arrêter la déforestation, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, si tout le monde adopte le régime alimentaire qui est celui des Européens et des Américains, là, on ne peut plus nourrir que 4 milliards d'habitants aujourd'hui. Donc, heureusement que les Indiens sont végétariens, parce que sinon, nous affamerions, en gros, la moitié de la planète. Donc, on voit bien que la question du nombre, elle est très insuffisante. Je dis pas qu'il n'y a pas un problème à l'augmentation de la population mondiale, surtout si elle continue d'adopter le mode de vie qui est le nôtre. C'est la combinaison des deux qu'il faut prendre en compte et pas seulement le nombre de personnes. D'accord. Donc pour toi, c'est aussi un enjeu du coup de modèle économique. Oui. Tu dis souvent que ce qui se joue, c'est une guerre entre notre modèle économique et nous-mêmes. Qu'est-ce que tu veux dire en fait avec cette phrase ? C'est très... on a une aspiration naturelle à la croissance en réalité. Qui est très bien expliqué par Sébastien Boller dans son ouvrage qui s'appelle Le bug humain. En fait, nous sommes quasiment programmés sur le plan neurologique, mais aussi par notre éducation, par le mode de vie qui a été le nôtre, à avoir toujours plus, à chercher toujours plus. Plus de plaisir, plus de confort, manger plus. D'ailleurs, c'est un problème parce que ça crée l'obésité. Plus d'argent, plus de pouvoir. Cette ascension vers le plus est quelque chose qui nous caractérise. Et donc, on peut avoir tout à fait conscience de l'impact de cette croissance sur la planète et en même temps, à titre personnel, recevoir cette envie du plus. Et il y a en plus... Par ailleurs, il est utilisé, cette aspiration au plus, par la publicité, par les industriels, pour pousser la consommation, puisque la consommation est la base, finalement, de notre modèle économique. Et donc, c'est d'autant plus facile que nous aspirons tous à avoir plus, manger plus. Et je vais donner des exemples de contradictions flagrants. C'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens, justement, changent leur régime alimentaire, par exemple en diminuant la quantité de viande qu'ils mangent, en faisant un effort pour ça, parce que je suis bien passée pour ça. Moi, j'adorais la viande, donc ça a été vraiment un choix de faire ça, un choix raisonnable, parce que oui, j'ai toujours aimé un bon barbecue avec des copains, c'est quand même vachement sympa. Donc on fait ça, on va acheter bio par exemple parce qu'on sait que c'est meilleur pour la santé, pour mes enfants. Moi j'achète des produits bio en me disant et des plutôt locales, etc. En me disant que c'est bien meilleur pour eux. Et j'assume le fait de devoir payer plus cher pour ça, etc. Je peux multiplier les exemples où on consent. Avec notre conscience, on consent à faire un effort supplémentaire, à faire parler la raison plutôt que l'envie à certains moments ou la facilité. Bon. Et en même temps, quand il y a un vol low cost, un bon marché pour aller, par exemple, quand on est à Nantes, c'est très facile où je vis, c'est très facile d'aller à Venise pour 20 €. C'est quand même hyper difficile de résister, d'aller passer un week-end pour 20 € à Venise, alors que ça coûte beaucoup moins cher que d'aller en TGV à Paris, quoi. Donc c'est ces espèces de contradictions-là qu'on est obligé d'assumer parce que d'un côté, on a cette conscience et on veut changer les choses et avoir un impact, et en même temps, il y a l'aspiration tout à fait naturelle à vouloir découvrir le monde, à vouloir voyager, et en plus, on a des marqueurs sociaux qui nous disent que les vacances réussies, c'est plutôt sous les tropiques à l'autre bout de la planète. Ça, c'est un marqueur de réussite sociale, par exemple. Donc voilà, c'est cette tension permanente entre ce que l'on sait et ce qu'on le ressent et ce qu'on nous invite à faire qui est très compliqué à gérer, je trouve. Et du coup, la prospérité économique et le progrès, qui sont ce qu'on mettait toujours en avant, pour toi, c'est pas forcément ce qui nous garantit un futur serein. Aujourd'hui, non, puisque dans la mesure où tout ça est construit sur le prélèvement et la transformation des ressources,
de la biosphère et que ces ressources sont limitées et que la biosphère réagit finalement à ce prélèvement excessif et donc la production de déchets excessifs, y compris le CO2, on voit bien que ça n'est pas durable. C'est simplement, ça n'est pas qu'en soi, je n'ai pas de jugement à porter sur le mode de vie de tout à chacun, les choix de mode de vie. Ça c'est une liberté fondamentale, individuelle. Et en revanche, ce qui est préoccupant, c'est que de ces choix-là, dépendent l'avenir de la planète et surtout des futures générations. Et donc, on voit bien comment ça n'est pas conciliable. À partir de ce moment-là, on peut réfléchir à d'autres façons d'être heureux et à d'autres façons d'être satisfait sans nécessairement faire dépendre ça d'un plus technologique ou d'un plus économique ou d'un plus voilà. L'indicateur sur lequel tout le monde a les yeux rivés, c'est ce que tu décris un peu, c'est le PIB. Oui. On a l'impression qu'il a toujours été là, mais pour toi, c'est plutôt un indicateur qui est en fait assez mortifère. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Si on simplifie, c'est quoi le PIB ? C'est l'indicateur de croissance économique. Et en fait, ça résume. On peut le résumer. Ce modèle économique-là, on peut le résumer de la façon suivante, puisqu'il a été mis en œuvre depuis, on va dire, les années 80. C'est là où vraiment il se déploie. Et il consiste en fait à chercher les hausses de revenus et à convertir toute hausse de revenus en consommation supplémentaire. Donc en production supplémentaire, donc en emploi supplémentaire. Et qui dit emploi supplémentaire dit revenus supplémentaires, et donc consommation, production, emploi. Et ça, c'est l'aspect très vertueux de ce modèle économique de croissance, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on continue d'étalonner finalement la réussite économique des pays en fonction de leur taux de croissance, puisque c'est un indicateur de production et de réussite économique, et donc d'emploi, et finalement de développement au sens classique du terme. Le problème, c'est que ce modèle-là, qui a très bien fonctionné puisqu'il a quand même permis à 1,5 milliard de personnes de sortir de la pauvreté et même d'accéder pour une grande partie aux classes moyennes et donc d'accéder à l'éducation, aux soins, à un habitat correct, à des mobilités protégées, etc., etc. Donc c'est vraiment un modèle qu'on peut dire qui a été vertueux pour une grande partie de l'humanité. Le problème, c'est qu'il y a un petit biais. C'est que si on reprend le raisonnement, toute augmentation de revenus est convertie en consommation supplémentaire, donc en production supplémentaire, donc en prélèvement de ressources supplémentaires, puisque aujourd'hui, notre production et notre consommation s'appuient sur la transformation de matières premières et de ressources énergétiques. Et donc, dans la mesure où ces ressources-là ne sont pas infinies, ce qui est et où leur transformation conduit à émettre des déchets que la planète ne peut pas absorber au même rythme qu'on les émet, et c'est là où on condamne le système à échouer. Et on voit bien qu'on arrive à une limite, et cette limite, c'est un petit peu comme si on préserve, enfin, on s'endette sur le plan économique, mais on s'endette auprès de la planète, sauf qu'on pourra jamais rembourser l'emprunt, et le taux d'intérêt est de plus en plus élevé, et s'exprime, par exemple, en réchauffement climatique, par exemple, en disparition d'espèces, parce qu'il n'y a pas que le climat, il y a aussi tout le problème de la biodiversité qui sont intrinsèquement liés, et puis c'est aussi le développement de pollution, de maladies respiratoires, etc. Donc on voit bien la limite de ce système-là, c'est qu'il se retourne finalement, il y a ces effets secondaires qui se retournent contre l'objectif initial. Et donc d'un côté, on donne accès aux soins, de l'autre côté, on produit des pollutions qui vont accentuer des pathologies. Donc on voit bien l'aspect complètement schizophrène du modèle et qui n'est donc pas tenable sur la durée. La Chine, dont on parle beaucoup avec toutes ces usines à charbon, donc, qui sont extrêmement émettrices de gaz à effet de serre, a annoncé sa neutralité carbone en 2060 avec plein d'autres pays. Mais la Chine particulièrement, est-ce que c'est juste pour l'image qu'ils l'ont fait ? Est-ce que c'est carrément une blague ? Est-ce qu'ils essaient de gagner du temps ? Ou est-ce qu'ils ont vraiment compris qu'il fallait changer ? Alors, il y a deux parties de réponse. La première partie, je voudrais juste rappeler que les émissions de la Chine, ce sont aussi nos émissions, puisque l'essentiel de la production chinoise est exporté. Donc, si l'Europe, par exemple, a réussi et finalement parmi les pays développés, plutôt moins émettrices que d'autres régions du monde, c'est aussi parce qu'elle a délocalisé sa production de CO2 et notamment en Chine, puisque ça nous a permis en plus de bénéficier de prix de prix à la consommation moindres et donc d'accéder à plus de confort, etc. Donc faut
faut toujours se souvenir. C'est facile de taper sur la Chine. Voilà, mais que les émissions de fait, CO2 sur la Chine, certes, ça a permis à ce pays de se développer, d'avoir une croissance économique forte et donc d'accélérer d'accélérer son développement. Mais nous en avons bénéficié aussi, puisque c'est aussi grâce à cette délocalisation que nous-mêmes avons pu accéder à plus de consommation, etc., etc. Bref, maintenant, ceci étant dit, le fait que la Chine s'engage, je pense, je suis pas dans la tête des dirigeants chinois, mais à mon avis, ça procède au moins de deux choses. D'abord, il faut savoir qu'en Chine, l'opposition, elle est peut-être moins qu'en Europe axée sur les questions sociales et salariales, mais de plus en plus sur la qualité de vie et j'allais dire la qualité de l'air. On a vu des mouvements de contestation très forts naître par rapport quand les villes deviennent invivables, quand on peut plus y respirer, ou aussi pour d'autres scandales climatiques ou d'autres scandales environnementaux au moment par exemple d'accidents industriels ou de lait frelaté ou des choses comme ça. Donc il y a une vraie prise de conscience par une partie de la société civile chinoise des effets secondaires de ce développement accéléré et donc je pense que les autorités chinoises savent bien que n'ont pas intérêt évidemment pour la stabilité sociale du pays ont intérêt à montrer qu'elles maîtrisent cet aspect-là. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où le marché des produits décarbonés et des technologies décarbonées devient économiquement rentable et donc intéressant, eh ben les Chinois ont envie de s'emparer de ce marché-là et de pas laisser les Américains et les Européens en particulier prendre de l'avance ou garder de l'avance là-dessus. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait sur le solaire, c'est exactement ce qu'ils ont fait sur l'éolien. Maintenant, en ce moment, c'est sur l'hydrogène. Ils sont en train d'investir massivement sur les mobilités hydrogènes. Et donc, oui, c'est tout à fait crédible. C'est pas forcément pour des raisons de prise de conscience écologique, éthique. Je n'en sais rien. Peut-être que oui, mais en tout cas, ça n'est certainement pas suffisant. Mais ils ont bien pris conscience du risque à de ne pas le faire et de l'intérêt à le faire. Donc oui, à mon avis, c'est tout à fait. Et en plus, il y a une troisième chose, c'est que les Chinois, quand ils disent quelque chose, en général, ils le font. Et ils ont des moyens supplémentaires, puisque comme ça n'est pas un pays démocratique, ils s'embarrassent pas exactement des effets secondaires, ce qui est beaucoup plus compliqué. On peut pas aller aussi vite dans les réformes qu'eux, puisque nous sommes dans des régimes heureusement démocratiques, et donc ça procède pas tout à fait de la même façon. Et donc, s'ils le disent, en plus, ils ont les moyens de le faire, sans doute plus que nous l'avons. Donc c'est crédible. Très bien. Chez Time for the Planet, on partage avec toi une conviction qui est essentielle. Donc un changement majeur est vraiment nécessaire, mais pour alimenter ce changement, il faut un récit fort, un récit qui donne vraiment envie. Et je sais que la construction de ce récit te tient aussi particulièrement à cœur, il est au cœur de ta pensée. À ton avis, pourquoi la menace climatique, elle n'est pas vraiment prise au sérieux, comme l'est le Covid par exemple ? C'est quoi le défaut dans le récit actuel ? Il y a plusieurs choses. Il y a un problème de distance et un problème de temps. Quand le président Macron dit nous sommes en guerre, l'enjeu c'est la mort de nos concitoyens, etc. Enfin c'est le maintien en vie de nos concitoyens, c'est immédiat, c'est tangible, c'est mon voisin, c'est mon grand-père, c'est tout de suite, et donc je suis acteur là-dessus et donc je me mobilise. Là, le récit il est fort, mais il est possible aussi parce que l'impact est tangible et immédiat. Pour le climat, c'est beaucoup plus compliqué parce que d'abord, surtout quand on est en France ou dans des régions tempérées, on sait très bien que les premiers impacts du réchauffement climatique et les plus importants, en fait, les pays qui seront les plus touchés ou les populations qui seront le plus touchées et le plus vite, ce sont des populations qui vivent loin, plutôt dans les régions tropicales ou dans les pays pauvres aujourd'hui ou dans les régions de delta, etc. Donc finalement, et en plus, nous, on a plus de moyens d'adaptation que ces pays-là. Donc on se dit qu'on s'en sortira toujours grâce à la technologie, des dépenses supplémentaires, on élèvera des digues, on mettra des climatiseurs, que sais-je. On a cette espèce d'arrière-pensée du fait que l'autre sera plus touché que nous. La deuxième chose, c'est que c'est loin dans le temps. On nous dit 2030, 2050, c'est très difficile. Naturellement, on ne se projette pas. On vit au temps présent, on ne vit pas dans le futur, on vit au présent. Tout le monde n'est pas prospectiviste. Non, et puis même pour les prospectivistes, c'est très difficile de se projeter à 20 ans ou à 30 ans, parce qu'on vit au présent. Et donc,
c'est un peu comme épargner. C'est long de prendre conscience quand on a 20 ans, on n'a pas spécialement envie d'épargner. Enfin, peut-être ça a changé, mais parce qu'on est dans le moment présent, on est dans l'acquisition, on est dans la jouissance du temps réel. Et donc, se dire qu'il faut agir maintenant pour préparer sa retraite à 20 ans, ça paraît absurde. Et ben, le climat, c'est ça. C'est on prépare notre retraite 50 ans avant. Bon, c'est abstrait. Donc ça, c'est une deuxième difficulté. La troisième chose, c'est qu'on demande, on sait qu'il va y avoir des renoncements. Et donc, on arrive très bien à formuler les renoncements. Il faut manger moins de viande, il faut rouler moins en voiture, il faut utiliser... Bon, on connaît tout ça, l'aspect privatif du changement. Mais ce qu'on connaît moins, même si on sait très bien qu'il aura lieu, mais ce qu'on connaît moins, c'est toutes les opportunités que ça va créer. On ne sait pas à quoi ressemblera ce monde où on voyagera moins loin, moins souvent en avion, on mangera moins de viande. Par exemple, je dis, peut-être qu'on voyagera autant en avion parce que les avions seront devenus des mobilités décarbonées. Mais enfin bon, mais on ne sait pas à quoi ça ressemble. Donc on a du mal à formuler une histoire. On ne connaît pas quoi, qui soit attractive, qui soit donc un récit où on a envie de se plonger, parce qu'on ne voit pas le positif qui va sortir de tout ça. En revanche, on mesure très très bien l'aspect renoncement. Donc c'est ça la difficulté, mais c'est extrêmement important de malgré tout le formuler et de se concentrer sur tout ce qu'on peut gagner, puisque sans récit, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de progrès sans mesure et il n'y a pas d'action sans récit. Souvent, on compare ce changement nécessaire à une forme de deuil, avec dans plusieurs stades dans le deuil, donc le choc, le déni. Oui. Est-ce que c'est comparable ? Et dans ce cas-là, sur le climat, on en est où dans ce deuil collectivement ? Alors, c'est très comparable et moi j'ai travaillé là-dessus parce que il se trouve que j'ai vécu donc un deuil il y a 4 ans avec la mort de mon mari et comme je travaillais au même moment sur les questions climatiques, le parallèle m'est venu assez tôt. Et j'allais dire, tout mon travail sur les questions climatiques et de biodiversité sont pour moi une manière de sublimer l'autre deuil que je dois faire. Et donc, ça m'a permis de faire pas mal de parallèles, y compris aussi sur le récit avec mes enfants, la transformation du mode de vie. Tout ça, je l'ai vécu en temps réel, et donc ça permet c'était assez intéressant ça reste intéressant de voir les deux processus qui, effectivement, il y a le choc, on prend conscience tout d'un coup alors tout le monde n'en est pas encore à ce stade-là, même de la prise de conscience, mais du risque que l'humanité court dans un scénario tendanciel, enfin, ce à quoi nous sommes exposés pour les prochaines décennies. Après, il y a la période du déni, c'est-à-dire que justement, c'est tellement un tel choc que on préfère ne pas savoir, c'est plus confortable. Après, il y a la période de dépression. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup de personnes, de jeunes en particulier, qui sont dans ce stade de dépression, qui veulent pas la solastalgie, qui veulent pas faire d'enfants, qui font de l'éco-anxiété, et de l'éco-anxiété, etc. Donc ça, il y a une partie des gens qui sont là-dedans. Et ensuite, il y a le stade du marchandage, où on essaye de s'arranger avec le réel, allez, on gagne un peu de temps, etc. Et ça, c'est caractéristique aussi de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on prend des mesures, mais qui seront applicables dans 5 ans, ou on fait une convention citoyenne, mais finalement, on modifie un certain nombre on réduit les décisions, enfin, on reporte. Donc ça, c'est cet aspect marchandage. Et puis après, il y a finalement l'aspect on vit avec, et ça, c'est l'aspect de la transition, de la transformation. Et dans notre société, ce qui est très compliqué, c'est que on est à tous les stades en même temps. Il y a des gens qui en sont au stade de la prise de conscience, d'autres qui en sont au stade du déni, d'autres beaucoup au stade de la dépression, beaucoup, et en particulier dans le milieu d'entreprise, au stade du marchandage, dans le milieu économique. On est passé du stade je pense qu'avec le Covid-19, on a vraiment franchi un stade. Mais là, on est encore dans le marchandage. Rappelez-vous cette lettre du MEDEF qui dit, écoutez, qui avait fuité, en disant, c'est très important, mais il faut qu'on reporte tous ces engagements-là, parce que là, on est face à une crise économique. Et donc, le temps court versus le temps long, je pense qu'une grande partie du monde économique en est là, parce qu'il y a ce dilemme entre le temps court et le temps long. Et puis, il y a quand même de plus en plus d'acteurs qui sont dans le stade de la transformation. Typiquement, Time for the Planet est un exemple, la Convention 21 sur laquelle je travaille est un exemple, mais il y a des milliers d'exemples d'associations, de villages, de personnes qui sont dans cette transformation, dans la transition. Et les uns et les autres ne se comprennent pas forcément, parce qu'une fois qu'on a franchi la prise de conscience, ou une fois qu'on a franchi le stade de la transition, et qu'on s'aperçoit que finalement, c'est bien, qu'on peut faire des choses, on a du mal à comprendre les autres n'ont pas. Voilà.
Voilà, c'est un processus. c'est un processus, et comme on le traverse pas, on le vit pas au même rythme, du coup c'est difficile d'embarquer tout le monde dans la même histoire, puisque on n'est pas tous à la même niveau, au même niveau de maturité finalement dans ce processus. Alors dans cette histoire dans laquelle on veut embarquer les gens, c'est un nouveau modèle qu'on doit construire. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette du modèle actuel ou de cet ancien modèle? C'est pas une question facile. Non, elle est très compliquée parce que ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure. Finalement, on est bien aujourd'hui aussi. On n'est pas bien parce qu'on est en pleine crise de Covid-19, etc. Mais quand on pense au progrès et au mieux acquis depuis 50 ans, c'est tellement énorme. L'accès à l'éducation, l'accès aux soins, mais c'est l'accès aux libertés, à certaines formes de liberté, en particulier pour les femmes, la progression de la connaissance scientifique, pouvoir faire des enfants même quand au départ on a des difficultés, voyager, connaître le monde. Enfin, tout ça, moi j'ai envie de le garder. C'est incroyable de pouvoir. Internet, c'est extraordinaire. Alors, après, je pourrais développer tout ce qui est terrible dans Internet, mais c'est quand même la possibilité de s'informer, d'acquérir des connaissances, en même temps de connaître des musiques, de rencontrer des gens à l'autre bout de la terre. Enfin, donc, moi, je garde tout ça. Je garde. Et en même temps, il faut quand même arriver à réduire l'impact de tout ce gain sur la biosphère. Et donc, moi, je pense qu'on garde les résultats en termes scientifiques. L'accès aux soins, à l'éducation, à la connaissance et aux communications, pour moi, c'est fondamental. Et je vois pas comment on pourrait s'en séparer. Donc maintenant, c'est vraiment plus sur les modèles de consommation et de production, je pense qu'ils sont... et puis de réapprendre à voyager, de réapprendre... il faut, ce qu'on ne garde pas, c'est l'aspect hyper individualiste de ce modèle. On est dans une société extrêmement fragmentée, où tout est centré pour l'individu. La consommation, tout est sur mesure, même les assurances. On a démutualisé beaucoup de choses, on a déconstruit le collectif et on est complètement recentré sur l'individu. Et ça, je pense que c'est une des raisons pour laquelle on a autant de mal à changer les choses aujourd'hui. Et donc là, pour le coup, moi, je serais pour rebâtir du commun, rebâtir du collectif et y retrouver du plaisir. Ça, c'est la part de l'ancien modèle que je ne garde surtout pas. Alors, un des éléments qui manque pour permettre aux gens de se projeter et de se motiver justement dans cette transition, c'est un peu ce que tu dis, c'est une projection dans un futur décarboné mais heureux, avec du plaisir encore. Alors, on va te demander de nous esquisser un monde décarboné en 2050 avec des exemples carbonés, très concrets et décarbonés justement. C'est quoi une vie heureuse à 2 tonnes de carbone au lieu de 12 tonnes pour un Français? Est-ce que tu peux nous faire rêver pour nous embarquer? Je peux juste partager quelques expériences personnelles parce que c'est difficile de se projeter quand on enlève tout ce que... Typiquement, je donne l'exemple, je l'ai donné tout à l'heure. Moi qui adore voyager, pour moi c'est dramatique cette histoire. Mais vraiment dramatique parce que prendre l'avion, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Mais il y a quand même un certain nombre de voies. Je vais donner un exemple que j'ai mis en pratique, des exemples que j'ai mis en pratique parce que c'est facile de dire il y a qu'un faucon, mais alors par exemple avec mes enfants, ils sont comme beaucoup d'enfants, ils ont plein de cadeaux dans leur chambre, ils ont plein d'objets, oui c'est ça, ils ont plein de jouets. Plein de choses. Et quand arrive l'anniversaire ou Noël, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on peut encore leur offrir qu'ils n'ont pas? Ça, plus le constat qu'on leur offre un truc, ça dure, ils s'y intéressent 3 jours, et au bout de 3 jours, c'est déjà un problème à stocker, de stockage dans l'appartement. Et donc, j'ai commencé à en discuter avec eux. Ça, plus le fait qu'il y a eu un moment, donc une chute du niveau, on a subi une chute du niveau de vie à la suite de la mort de mon mari. Je dis, moi, je peux plus suivre le même train de vie, etc. Bon. Et pour les cadeaux, dans ce cas-là, ce que je vous propose maintenant, mes enfants, c'est qu'à la place, pour vos anniversaires, on n'offre plus de cadeaux matériels. Je vous offre un moment. On décide ensemble d'un moment, enfin, vous choisissez un moment que vous avez envie qu'on vive ensemble en famille. Et donc, le premier, il se trouve qu'on a commencé ça avec ma fille Violette, et elle m'a dit, moi, je voudrais qu'on passe un grand moment ensemble dans un zoo, et si on peut, on dort près des animaux. Et donc, on a trouvé ça, en l'occurrence près de Nantes. On a fait ça, et c'était juste absolument génial. Et puis, on a renouvelé ça, et c'est
Et ce qui est extraordinaire, c'est que les enfants, ça leur reste beaucoup plus en mémoire. C'est quelque chose qu'on peut se raconter, qui va les aider à grandir, qui les construit bien davantage que le dernier modèle de je sais pas quoi, de la PlayStation. Et donc ça marche bien, ils adhèrent, en plus ils se sentent acteurs. Et donc on aligne finalement quelque chose qui est de l'ordre de la conscience et de la contrainte climatique et du plaisir. Voilà. Et en fait, j'ai fait la même chose pour le régime alimentaire, j'ai fait la même chose, on n'a plus de voiture, etc. Et en fait, on découvre toute la jouissance, mais vraiment importante qu'il y a d'aligner ce qu'on sait, ce qu'on fait, ce qu'on dit et ce qu'on vit. C'est incroyable. C'est une source en soi de sérénité, de plaisir, d'être aligné. Et de redécouvrir ça, c'est rien que ça. Voilà, le 2050, c'est un monde où on arrive à aligner ce qu'on sait, ce qu'on fait, ce dont on a conscience, et tout en générant du plaisir, comme par exemple de passer un moment ensemble. Et je m'amuse de temps en temps, quand je fais des conférences, à demander aux gens, essayez de vous rappeler quelle est votre dernière grande joie, dernier grand moment de plaisir. Essayez de le visualiser. Eh bien, 100% des gens, alors peut-être 99 des gens disent, ça n'est pas un truc matériel. C'est pas parce qu'ils ont acheté le dernier iPhone, c'est une expérience. Et donc se dire qu'on va recentrer notre existence sur l'expérience, c'est ça le monde décarboné. C'est en fait nous amener à redécouvrir ces plaisirs et à revaloriser des choses qui sont extrêmement intenses. Alors je dis ça et en même temps, faut faire attention parce qu'il y a des tas de gens dont l'existence est extrêmement difficile et leur dire vous allez voir c'est formidable de vivre ça. Bon, c'est un peu théorique mon truc, hein, mais c'est pour montrer que la matérialité, un monde décarboné, c'est un monde où la matérialité des choses prend moins de place finalement par rapport aux rapports humains et voilà, tout simplement. Du coup, tu commences déjà à préparer tes 3 enfants qui sont encore jeunes, mais l'avenir peut être assez angoissant, on parle d'effondrement. Comment tu fais au quotidien pour leur donner les cartes et pour les préparer à cet avenir qui peut être heureux et décarboné ou qui peut être aussi assez catastrophique? Alors, je pense que je les prépare assez mal, en fait, parce que j'ai pas envie de leur parler tous les jours du réchauffement climatique. Alors, si j'ai des enfants qui adorent prendre des douches de 3 heures ou des bains, voilà. Donc régulièrement, ils connaissent ça par cœur, ils en rigolent. Je dis, non, je suis désolée, vous prenez une douche courte. Vous n'avez pas besoin de prendre d'ailleurs une douche tous les jours. On prend pas de bain tous les jours. Enfin, c'est ridicule. Donc, je contingente les bains. Bon. Et je leur explique pourquoi. L'électricité, des choses comme ça, c'est acquis. Maintenant, et pour les cadeaux d'anniversaire, c'est acquis. Maintenant, ils rêvent, comme beaucoup d'enfants, devant des objets des technologies, ils rêvent d'aller voyager, de prendre l'avion, etc. Et c'est très compliqué, parce que je peux pas les frustrer en permanence, leur dire que leur désir... Donc l'idée, c'est plutôt de leur montrer des alternatives ou de leur donner des connaissances régulièrement, mais sans les accabler tous les jours. Je pense qu'il y a un autre phénomène pour lequel mes enfants... ils savent que je travaille dans ce domaine-là et maman, elle a les solutions. Donc finalement, je crois qu'ils se reposent aussi sur l'idée que je fais ça pour eux, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je les prépare mal, parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, une maman, ça c'est tout, ça peut tout. Et donc en plus, quand elle travaille sur les questions climatiques, forcément. Donc j'ai des enfants qui ne sont pas tellement inquiets. En revanche, et ça vient aussi d'une autre chose. Avec mon mari, et depuis toujours, et même depuis qu'il est mort, quand je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais pour accompagner ma fille qui va vivre 120 ans, même si elle en vit que 90 d'ailleurs, mais comment est-ce qu'on fait, compte tenu de la vitesse des transformations technologiques, mais aussi de l'environnement et des risques climatiques, comment est-ce que je fais pour l'accompagner? Est-ce que c'est des savoirs? Ils vont vite être obsolètes, des connaissances vite être obsolètes, et en plus ils y ont accès par eux-mêmes, ils savent très bien les chercher eux-mêmes. Est-ce que c'est des valeurs? Ça aussi c'est tout à fait relatif en fonction des époques. Et finalement, l'axe principal de mon éducation, c'est l'ouverture et la résilience.
C'était une capacité d'absorber ce qui se passe, d'être sensible à ce qui se passe autour de soi et de pouvoir s'y adapter en permanence et en y trouvant des sources de plaisir. Et donc, je crois que ça, pour le coup, je crois que j'ai réussi. J'ai des enfants qui s'adaptent. En plus, la vie les a un petit peu bousculés, les a un peu éprouvés, ce qui fait que ça a un peu forcé le trait. Mais je pense que c'est comme ça qu'on prépare le mieux les enfants, c'est leur apprendre à percevoir, à ressentir, leur dire qu'il faut oser prendre des risques, contrairement à ce que moi je les pousse à prendre des risques, à être autonomes, et à une grande capacité à s'adapter, c'est-à-dire qu'on est capable de remettre en cause tous les jours ce qu'on a fait. Eh ben oui, ça change, et ben c'est pas grave, voilà. La résilience. La résilience, ouais. Beaucoup de gens opposent la transition écologique à leur liberté individuelle, disant vous allez me priver de liberté, je peux plus prendre l'avion, mais pourquoi? J'ai envie, j'ai pas envie qu'on me contraigne. Comment on répond à ça? Alors ça, c'est un vrai et faux débat. C'est-à-dire que jusqu'où on pousse la liberté individuelle, c'est l'histoire du premier amendement américain, etc. Alors chacun peut avoir une arme et puis tirer sur l'autre parce que c'est sa liberté individuelle. Chacun peut fumer partout parce que ça c'est sa liberté individuelle. Non. En fait, la liberté individuelle, elle est toujours limitée parce qu'on coexiste dans des sociétés. Donc, les règles communes, elles s'appliquent parce qu'on juge que l'intérêt général, dans ces cas-là, prime aussi sur la liberté individuelle. Cet arbitrage, on le réinvente en permanence, mais c'est là-dessus qu'est construit le contrat social, le contrat des sociétés. Sinon, on ne peut plus vivre ensemble. Donc, il s'agit pas de limiter les libertés individuelles. Il s'agit de préserver la capacité, l'intérêt général du plus grand nombre. Et on l'accepte typiquement aussi. Le code de la route, c'est ça. Donc pourquoi est-ce que ça serait acceptable pour le tabac ou que ça serait acceptable pour le code de la route ou la sécurité publique et pourquoi ça ne le serait pas parce que c'est climatique? Ça n'a pas de sens. Donc c'est exactement la même logique, la même dynamique. Simplement, comme ça touche à au mode de vie. On se sent, on a plus peur de devoir, on n'a pas forcément envie, mais en réalité, c'est ni plus ni moins contraignant que d'autres règles de vivre ensemble. Et dans ce nouveau récit, du coup, si c'est plus le PIB comme indicateur de réussite, de succès, c'est quoi? C'est le bonheur national brut, c'est le climat national brut. Qu'est-ce qu'on invente pour reparamétrer aussi l'indicateur de succès? Chez Time for the Planet, on a le taux de retour pour la planète. Qu'est-ce que tu as en tête, toi, là-dessus? Alors moi, déjà, je trouve que ce futur indicateur, il faudrait le co-construire, c'est-à-dire le construire en intelligence collective avec des parties représentatives de toute la société. Il me semble que c'est ça qui est intéressant pour faire émerger ce qui est important pour une société. Et c'est est-ce que c'est l'accès aux connaissances, l'accès à la santé qui est primordial? Est-ce qu'on va mettre ça en avant dans l'indicateur? Est-ce que c'est plutôt la qualité de l'air? Est-ce que c'est l'ensemble des choses? Donc je pense que de toute façon, le vrai bon indicateur, ça va être un indicateur complexe, c'est-à-dire qui va agréger plusieurs types de données, des données sociétales, des données économiques, des données sociales, des données environnementales. Ça me paraît tout à fait fondamental. Et des données droits de l'homme, puisqu'on peut avoir tout ça, mais sans démocratie, c'est quand même difficile d'en jouer, etc. Donc, certainement, un indicateur qui agrégera plusieurs sous-indicateurs, enfin plusieurs données. Ça, c'est la première chose. Le construire en intelligence collective pour qu'il y ait une adhésion collective et qu'il soit porté par les sociétés. Et puis après, oui, c'est ce que je disais, il y aura certainement des données. En fait, c'est le résultat d'un arbitrage permanent entre le court terme et le long terme pour à la fois préserver, limiter les émissions de gaz à effet de serre et le recul des espèces, donc préserver le long terme, mais tout en permettant quand même à la société de produire de l'emploi et à chacun de progresser dans sa connaissance, de maintenir l'accès aux soins, aux ressources, etc. Donc c'est un équilibre qui se réinvente en permanence et l'indicateur doit refléter le meilleur équilibre possible. Voilà. Alors, on va maintenant s'intéresser à ton sujet du moment, qui est la Convention 21. On s'est rencontrés, toi et moi, dans un café il y a 2 ans, alors que ni Convention 21 ni Time for the Planet n'existaient encore. On avait longuement échangé sur nos inquiétudes concernant le climat. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Comment est née Convention 21? La Convention 21, elle est née il y a quelques mois, en fait, sur l'observation de la Convention citoyenne.
au mois de juin dernier, je lisais sur la Convention citoyenne et j'échangeais avec des amis et on échangeait sur le constat suivant. C'est très intéressant. Ce qu'il y a de très intéressant dans cette Convention citoyenne, c'est le fait que quand on délivre une information intelligente et intelligible à un groupe de personnes, avec et qu'on leur donne des outils d'appropriation, ce groupe est capable de converger vers des idées communes. Et c'est d'autant plus intéressant que dans le pôle, enfin dans le bassin de personnes, enfin les membres de la Convention citoyenne, au départ, il y avait une partie non négligeable de climato-sceptiques, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas du tout sensibles à ces questions-là, voire réfractaires à l'idée de mettre en place des contraintes sur ces sujets-là. Et avec l'information, pédagogie, il y a eu des débats contradictoires, parce qu'on oublie, on pense on leur a juste tous qu'ils ont eu une information uniforme, univoque, pas du tout. Il y a eu des vrais débats contradictoires, mais comme c'est fait en bonne intelligence, on s'appuie pas sur l'émotion, mais sur la science, etc. On arrive à faire évoluer un groupe dans sa connaissance et dans sa capacité de décider ensemble et collectivement de prendre des mesures de type collectif. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et la deuxième chose que je trouvais notable, c'est que donc c'est devenu un projet de loi, mais finalement ça n'était porté que par les citoyens. Or, aujourd'hui, dans la répartition du travail à mener pour la transition économique, les entreprises jouent un rôle fondamental. Il y a le législateur, il y a le citoyen consommateur, mais il y a aussi l'entreprise et le modèle économique que portent ces entreprises et vice versa. Et je me dis, le problème, c'est que les entreprises n'ont pas participé à ce processus et que donc, pour qu'elles se réapproprient ça va être très compliqué. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On voit bien les tensions qui peuvent avoir lieu dans le travail de réappropriation des propositions de la Convention 21. Et donc, je dis, en fait, il faudrait faire cette convention citoyenne aussi avec les entreprises, d'autant plus qu'elles-mêmes ne parlent pas collectivement. Il n'y a pas de grand organisme qui représente toutes les entreprises. Et les gens avec qui je discutais ont dit, mais quelle bonne idée, il faudrait faire ça. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est amorcé. L'idée étant de tirer au sort 150 entreprises représentatives du tissu économique français, de l'économie de la France, pour qu'elles travaillent ensemble pendant un certain nombre de sessions, pendant quelques mois, pour à leur tour formuler des propositions qui vont permettre d'accélérer et d'amplifier cette transition économique pour l'amener vers un modèle qui soit compatible avec les limites de la planète. Alors on va reprendre la petite image que je t'ai donnée au début. Donc c'est une petite énigme. Si je te donne le nom de ce que c'est, est-ce que ça va t'aider? C'est alors moi je le prononce sans doute très mal, clérothérion. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, puis j'ai pas fait de grec, donc non. Alors c'est un objet antique qui servait en fait à faire le tirage au sort pour la démocratie athénienne. Donc vous, le tirage au sort, vous misez dessus. J'aimerais bien savoir comment ça marche, cela dit. Ouais. Je pense que c'est tout expliqué sur Internet. Non, je vais aller voir tout à l'heure. Pourquoi le tirage au sort plutôt qu'une démocratie purement représentative? C'est quoi l'importance du tirage au sort? Il y a aujourd'hui déjà beaucoup de groupes, de réseaux d'entreprises qui travaillent sur les questions climat, biodiversité, qui sont engagés. Ces volontaires, ils existent déjà. Mais ils n'engagent qu'eux-mêmes et donc ils ne sont pas représentatifs de toutes les entreprises qui n'y vont pas, qui ne transforment pas, qui n'avancent pas pour différentes raisons. Et si elles n'avancent pas, c'est pas par bêtise. Enfin, peut-être parfois, mais en tout cas, je ne pense pas ça. Je pense qu'il y a des vraies difficultés, des vrais obstacles, soit dans la connaissance, soit dans la façon de pas savoir comment s'y prendre, soit dans un déficit de moyens, soit pour des raisons d'obstacles législatifs ou normatifs ou réglementaires, soit parce que les investisseurs attendent des retours sur investissement très rapides, ce qui fait que ça bloque la possibilité de faire des investissements sur le long terme. Il peut y avoir une multitude de raisons qui fait que l'entreprise ne peut pas s'engager autant que son dirigeant ou ses salariés le voudraient dans ce processus-là. Et donc, pour faire émerger tout ça, il faut prendre
des entreprises qui sont aussi dans ces difficultés-là, et faire émerger pour identifier et après trouver quels sont les leviers qu'on va pouvoir mettre en œuvre, activer pour défaire tous ces obstacles. Donc, il était important d'avoir des entreprises qui soient certaines engagées, d'autres réfractaires, enfin de toutes sortes, exactement comme pour la Convention citoyenne. Et donc, c'est cette idée de représentativité qui me paraît extrêmement intéressante. Alors, il y a un biais, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcer une entreprise qui sera tirée au sort parce qu'elle représente tel et tel critère, on ne va pas la forcer à venir, pas plus qu'on a forcé les citoyens, membres de la Convention, qui sont venus participer à la Convention. Ils ont été choisis au départ, ils ont accepté ou pas accepté. Ça, c'est pas parce qu'ils ont accepté d'ailleurs qu'ils étaient convertis au départ, mais là c'est un petit peu la même chose. Mais au moins on va et on se protège du phénomène de prendre des gens qui sont déjà convaincus ou au contraire des gens qui vont faire tous en sorte de faire échouer le processus pour d'autres raisons. Voilà. C'est un petit peu cette notion de représentativité, elle est très importante. Et puis il y a un deuxième aspect qui n'était pas dans la Convention citoyenne et qui est très important dans ce projet de Convention 21, c'est que en fait les représentants des entreprises, quand on aura tiré les 150 entreprises au sort, on va répartir leurs représentants en 3 collèges qui travailleront ensemble, mais on veut que ça représente vraiment toutes les parties constituantes de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y aura en gros 1/3 de salariés, 1/3 de dirigeants ou administrateurs et 1/3 d'investisseurs actionnaires. Pour que ça ne soit pas que le dirigeant, parce qu'on voit bien aujourd'hui que dans la transformation du modèle économique de l'entreprise, les difficultés viennent aussi du fait que si toutes les parties constituantes ne sont pas convaincues, c'est très difficile d'y aller. Et donc, il faut faire dialoguer et identifier tous ces leviers-là entre l'ensemble des parties constituantes et même des parties prenantes que sont les associations, les syndicats, les institutions, qui interviendront aussi dans la Convention citoyenne, qui seront auditionnés pour qu'on ait vraiment une représentativité globale du monde de l'entreprise dans les débats qui doivent avoir lieu. Et tu crois, toi, que les entreprises vont arriver à s'imposer à elles-mêmes des restrictions sans attendre que l'État légifère, etc. Tu penses qu'elles sont capables d'intégrer ces contraintes volontairement ? Certaines, oui, parce qu'il y en a qui l'ont fait, mais c'est vraiment pas du tout une majorité. Ne serait-ce que, alors il y a plein de raisons, manque de conviction, mais c'est surtout en général un problème de compétitivité. C'est-à-dire que celui qui met en œuvre, qui change son modèle économique ou son modèle de production pour qu'il soit moins impactant, en réalité, au début, pendant quelques années, il est éventuellement moins compétitif que ses concurrents, puisqu'il a dû mettre en place des investissements qui sont coûteux et qui seront amortis au bout d'un certain nombre d'années. Donc, en attendant, il y a cette éventuelle perte, pas forcément, mais cette éventuelle perte de compétitivité qui fait qu'il ne sera pas suivi par ses investisseurs, ses acteurs, ou même par ses salariés, parce que eux, ils ont envie de garder leur niveau de revenu, etc. Bon. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle ils peuvent pas forcément y aller tout seuls. Le risque de perte de compétitivité. L'autre chose qu'on voit, c'est que il y en a de plus en plus qui y vont sous la pression de la société civile. On voit vraiment aujourd'hui ce qu'on appelle le license to operate. Le permis d'exploitation, en français, on voit de plus en plus que c'est la société civile, les citoyens, les consommateurs, qui s'approprient, et non plus seulement le droit, qui s'approprient ce permis ce permis d'exploitation, soit par des mesures de boycott, soit par des mesures de poursuite en justice, soit de plus en plus, donc, les citoyens, les consommateurs exigent finalement des entreprises qu'elles modifient les choses. Donc ça, c'est une force qui fait que les entreprises auront intérêt à y aller, mais on voit bien que si elles n'y vont pas, il y a ce moteur-là. Et puis, je crois vraiment que la contrainte, elle a cet avantage-là, c'est qu'elle s'applique à tous. Et que personne n'a envie d'être celui qui se sacrifie le premier. Et donc c'est vrai que l'aspect contrainte législative est très important pour pousser les entreprises à avancer. Alors, Convention 21, c'est une initiative citoyenne, un peu comme Time for the Planet.
mais qui est très similaire ou en parallèle avec la Convention citoyenne pour le climat, qui, elle, a été organisée par le président Emmanuel Macron et ses services. Est-ce que toi, tu as proposé à l'État de reprendre le projet Convention 21 et de l'organiser comme il a organisé la Convention citoyenne, pour dire que ça fasse des textes de loi, etc. Alors, pas encore. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore... on attendait... pour l'instant, le projet, on l'a monté, comme vous l'avez dit, il a été monté... tu l'as dit, je ne sais plus si on se... On se tutoie, oui. Il a été monté par... C'est une initiative citoyenne et il s'agissait de continuer à la porter comme une initiative citoyenne. C'est-à-dire qu'on a, avec nous, très, très rapidement, on a eu des co-signataires. On a lancé une tribune dans les Échos au mois de décembre, et quand on a été voir un certain nombre de personnes, on a dit, est-ce que ça vous paraît intéressant, est-ce que vous avez envie de vous engager avec nous là-dedans pour porter cette parole? Ils ont dit oui. Donc on a vu que ça répondait à quelque chose. Et puis très rapidement, il y a eu des partenariats de réseaux d'entreprises, et donc c'est très important de laisser toute cette partie de la société s'exprimer et dire qu'ils ont besoin de ça, y compris de nombreuses entreprises, avant de le chapeauter par une intention, qu'elle soit politique. L'idée, c'était vraiment que ça soit de la parole, de faire monter la parole des entreprises, et non pas d'obliger les entreprises à parler. C'est ça. C'est l'idée d'intelligence collective des entreprises qui doit émerger d'abord. Maintenant, c'est évident et c'est l'objectif, que les propositions de cette convention doivent être présentées notre objectif, c'est qu'elles soient présentées aux candidats à la députation et à l'élection présidentielle de 2022, et puis à toutes les parties prenantes, que ce soit les associations, les syndicats, les différentes institutions représentatives. Et donc, on va porter ces propositions auprès de toutes ces organisations-là. Et bien sûr qu'on va bientôt aller trouver les politiques, ils sont au courant, mais formellement pour leur proposer, leur montrer le processus, mais bien consolidé. Pour nous, c'est important que chacun dans ce dispositif ait trouvé sa place avant d'aller l'engager plus loin dans la sphère politique. Alors, si parmi les gens qui nous regardent aujourd'hui, ou qui nous écoutent aujourd'hui d'ailleurs, il y a des gens qui se reconnaissent dans ton initiative, qu'ils soient dans une entreprise, salariés, chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour t'aider aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs choses. Mais ils peuvent déjà aller voir www.convention21.fr, parce que comme ça, ils verront ce qu'on fait. On s'appuie sur un réseau, on s'appuie sur une véritable communauté. Dans cette communauté, il y a à la fois des réseaux d'entreprises, il y a des ambassadeurs, par exemple des étudiants dans les écoles de management dont on espère qu'ils vont pouvoir disséminer le projet, et en même temps faire remonter leurs propres aspirations vis-à-vis de l'économie et du monde de l'entreprise, puisqu'ils en seront les dirigeants par la suite. Et puis aussi, probablement, on veut faire des partenariats académiques pour peu à peu accompagner, pour que les écoles de management, même d'innovation, d'ingénierie, etc., s'approprient ces nécessités-là, cette contrainte-là. On a ce qu'on appelle des explorateurs. Ce sont des gens qui travaillent, qui consacrent une partie de leur temps pour nous aider à monter la convention. Alors, on est répartis par thème. Il y en a qui travaillent sur le financement, il y en a qui travaillent sur les programmes, d'autres sur la communication, d'autres sur la représentativité, les partenariats. Donc voilà, il y a plein de travail à faire. Donc, c'est un écosystème, voilà. Peu comme nous. Donc, il y a différentes manières de s'insérer dans l'écosystème, de toute façon. Et puis, il y a une campagne de crowdfunding, puisque pour nous, c'était important aussi que le financement de cette convention, il émane pas seulement de fonds publics, mais il émane aussi du fond de tous les gens qui ont envie de s'engager là-dedans et de porter cette initiative. Et comme on ne veut pas être financé par des entreprises, on veut pas de logo pour des raisons évidentes d'éventuels conflits d'intérêts, eh bien, on a décidé que les entreprises pourraient participer en participant au crowdfunding, mais en ayant le nom au même titre que celui qui a donné 10 € et celui qui a donné 10 000 € aura son nom affiché de la même manière. Donc, il n'y a pas de possibilité de récupération et ça ne donne pas de lieu ou d'influence sur la gouvernance. Donc, voilà, il y a 36, enfin, il n'y a pas 36, mais il y a plusieurs façons, en tout cas, d'accompagner ce processus. Quand on revient sur la Convention citoyenne pour le climat qui a été organisée par Emmanuel Macron, donc tu l'as dit, ça a été une source d'inspiration, tu as vu les forces, les faiblesses.
Est-ce que tu considères au global que c'est plutôt un succès ou que c'est plutôt un échec au vu de finalement le peu de mesures qui ont été reprises dans la loi climat? Est-ce que tu n'as pas peur que ça fasse un peu ce même effet avec beaucoup d'attentes et que derrière Convention 21, sur les mesures concrètes, ça n'aille pas aussi loin que l'ambition du projet initial? Un peu les deux. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est une réussite pour plusieurs raisons. Il y en a une que j'ai déjà évoquée, qui est celle le constat de la sensibilisation, de la prise de conscience, de la pédagogie, de l'intelligence collective, de démontrer que c'était efficace à l'échelle politique, c'était important. Et donc ça, ils l'ont fait brillamment, ça s'est bien produit, et les gens qui ont participé, toutes les personnes qui ont participé à la Convention citoyenne, parlent d'une expérience extrêmement positive, enrichissante. Ça permet aussi de remettre de rendre les gens acteurs, et je crois que c'est très important aujourd'hui que chacun puisse se sentir acteur. Donc d'avoir du poids sur le futur, sur l'avenir, sur ce qui se passe dans le monde, c'est essentiel. Donc ça, c'est une réussite. C'est une façon aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on adapte la démocratie, les pratiques démocratiques aux nouvelles contraintes, parce qu'il y a ça aussi. On a des nouvelles contraintes sociétales, des nouvelles contraintes écologiques, économiques. Donc comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour accompagner le législateur dans cette façon dans cette nécessité d'arbitrer entre le court et le moyen terme, l'intérêt privé, l'intérêt général, etc. Et donc c'est une manière de l'accompagner. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est très intéressant, puisqu'on s'est autorisé à inventer, à avancer une nouvelle pratique de la démocratie. Maintenant, là où la Convention citoyenne connaît des difficultés, et c'est ce qui a donné naissance aussi à la Convention 21, c'est précisément que ça mettait à l'écart d'autres acteurs qui sont très engagés par ce processus de transition économique et écologique que sont les entreprises. Et si on n'embarque pas tous les acteurs au même moment, le risque est fort, évidemment, que certains ne s'approprient pas de la même manière et pour les mêmes raisons Voire que les d'autres. rejettent, carrément. Voilà, ou voire les rejettent, oui, absolument. Ou veuillent ralentir. Donc il y a ça c'est une des limites de la Convention citoyenne, et on le voit aujourd'hui. C'est probablement aussi ce qui fait que un certain nombre de mesures ont été édulcorées par rapport à la portée qu'elles devaient avoir, ont été largement édulcorées dans le projet de loi. Donc ça, c'est pour moi, c'est la principale limite. Et c'est pour ça, oui, qu'on avait. C'est une des principales raisons qui a amené aussi à vouloir faire la Convention 21. Et puis, alors, je ne sais l'autre limite, mais c'est pas forcément la limite de la Convention citoyenne. C'est l'engagement du président. À un moment, il s'est engagé à reprendre telles quelles les propositions, et puis finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Et donc cette déception-là, à qui est-ce qu'on doit est-ce que c'est à Emmanuel Macron qu'il faut le reprocher? Est-ce que c'est vraiment l'irréalisme des propositions? Est-ce que c'est aux législateurs? Donc je pense qu'il y a une part de la frustration de la Convention citoyenne qui est née de cette espèce d'engagement qui n'était peut-être pas tenable, ou en tout cas qui n'aurait pas dû être pris plutôt, au risque sinon de décevoir, quoi. Donc voilà, là pour moi, il y a quelque chose de pas clair. Et puis la troisième chose, le résultat, c'est qu'effectivement, quand on regarde les études qui ont été menées sur l'impact que peut avoir les mesures qui sont proposées par cette Convention citoyenne, on est très loin de ce qu'il faudrait engager pour arriver à... Au moins 55%. Exactement. Donc c'est la plus grosse déception, elle est là. Mais est-ce que c'est du fait de la Convention citoyenne, ou c'est plutôt la suite du processus et le législateur? Voilà, la responsabilité de cette insuffisance, elle est, à mon sens, elle n'est pas dans le processus de la Convention citoyenne. Enfin, au sens limité du terme. Elle est peut-être dans le fait qu'il faut élargir, il fallait engager plus d'acteurs dans ce processus pour qu'il soit mieux accepté et mieux porté. Écoute, on te souhaite énormément de succès dans cette Convention 21. Donc on arrive au bout de notre rencontre, de cet entretien. Juste quelques petites questions. Chez Time for the Planet, on est résolument optimiste. Pour toi, est-ce qu'il y a encore des raisons d'y croire, de se dire que non, tout n'est pas foutu? Time for the Planet
est une très bonne raison. La transition de génération est une très bonne raison. Heureusement, la génération des baby-boomers dont je fais partie et qui a grandi avec un modèle économique, un modèle de société, et donc il y a énormément de mal, évidemment, à inventer autre chose et à se projeter dans autre chose, va laisser peu à peu place à une génération qui a, entre guillemets, a beaucoup moins à perdre, parce qu'elle n'a pas connu, il n'y a pas cette notion de d'avoir quelque chose à perdre, d'avoir bâti quelque chose qu'il faudrait déconstruire. Enfin bon. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir, puis je trouve que l'inventivité, l'intelligence et que multiplient les outils qui sont à notre disposition, les outils numériques en particulier de communication, d'échange, fait que il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir enclencher cette transition et la mener, et bien la mener. Et puis la dernière chose qui laisse optimiste, c'est qu'on se souvient que les grandes révolutions, elles n'ont jamais été faites par l'adhésion de toutes les populations. La Renaissance, elle a été menée par quelques centaines. On dit que la Renaissance a été menée, mise en œuvre, finalement par quelques centaines de personnes qui ont entraîné après le reste de la société. Et moi, ce qui me rend optimiste, c'est que je pense que à la faveur de cette crise épouvantable que nous connaissons aujourd'hui, on n'est pas loin de ce nombre, de ce minimum critique nécessaire pour embarquer le reste de la société. Donc j'espère que l'effet, pour commencer un espèce d'effet boule de neige, et je pense qu'on n'en est pas loin. Donc voilà pourquoi je crois qu'on va peut-être quand même s'en sortir. Merci pour cet optimisme. J'ai eu la chance de pouvoir te présenter en détail l'aventure Time for the Planet. Est-ce que pour toi, c'est une solution pertinente ? Elle est plus que pertinente. D'abord, elle est géniale. Le concept, pour moi, est extrêmement intéressant parce que vous avez réussi à articuler plusieurs contraintes en écosystème qui devient positif, quoi. Je sais pas bien comment l'expliquer, enfin le traduire avec les bons mots, mais toutes les limites, en combinant ces différentes limites, au contraire, vous en avez fait autant de leviers. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant, de montrer la compatibilité de l'économie avec les objectifs de décarbonation. Ça aussi, il fallait le faire et vous le faites magistralement. L'engagement de toute une communauté, pour moi, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire, c'est redonner du pouvoir et la possibilité d'agir à tous ceux qui le veulent, et donc ne pas se sentir désapproprié de sa propre histoire, ou de sa propre histoire au sens histoire avec un grand H, de l'histoire, ce qui est un sentiment extrêmement partagé aujourd'hui et très dangereux politiquement. Donc de montrer aux gens que non seulement ils peuvent, et qu'ils en sont capables, et leur donner les outils pour le faire, je trouve que c'est une très très bonne idée. Et enfin, et là c'est l'expérience que j'ai aussi, à être intermédiaire entre des élus, des scientifiques, des entreprises, de décloisonner les scientifiques et leur donner les moyens d'aller jusqu'à l'industrialisation de leurs idées, de leurs inventions. C'est très important. C'est une limite aussi au progrès. Et donc donner les moyens, faire en sorte que les citoyens, les scientifiques et les entreprises puissent travailler ensemble pour l'intérêt général. Je trouve que ce concept-là, il est absolument génial. Donc vraiment bravo. Et je ferai tout ce qui est en mon possible pour faire connaître et pour diffuser. C'est juste génial. Super. Et bien pour conclure, on a décidé d'instaurer un petit rituel de fin d'interview. Donc je te présente notre livre d'or. Il a été réalisé par les petites mains de notre communauté. Et on demande à toutes les personnalités d'y écrire un mot d'encouragement pour Time for the Planet. Donc on te laisse sortir ta plus belle plume. Et puis merci encore pour cette interview et bonne chance pour Convention 21. Eh bien merci. La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas. Ça, c'est Paul-Émile Victor qui le disait. Et moi, j'ajoute, alors tentons l'aventure d'un monde différent, inconnu, et pourquoi pas meilleur aussi. Super, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous.